Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Comme chaque mercredi, nous avons rendez-vous sur Radio Patrimoine pour partager une heure ensemble et optimiser au mieux la gestion de vos placements. À cette occasion, les meilleurs experts se joignent à nous en studio pour vous offrir une multitude de conseils, analyser les marchés, discuter des stratégies et éclairer divers aspects de cette fameuse gestion de patrimoine. Alors au sommaire de ce 47e numéro, on va s'intéresser à la déclaration d'impôts dont la campagne bat son plein. Et puis on restera au contact de ces questions fiscales qui occupent une large place, mais pour parler transfert de résidence. Ensuite, on s'interrogera sur les jeunes moins averses au risque et sur les femmes qui prennent leur épargne en main. Autant de populations qui investissent. Et puis, pour terminer, on s'intéressera à une idée d'investissement, les résidences gérées. C'est parti pour Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme promis, Cœur de patrimoine se met à votre service. Vous êtes en pleine campagne de déclaration de revenus. Les premiers dans quelques heures, ce sera fini pour eux. Et puis après, les zones se succéderont les unes après les autres. Vous en avez désormais l'habitude. C'est un système qui est rodé. Nous sommes donc à la veille de la première échéance et l'exercice rodé pour certains d'entre vous, mérite quand même qu'on s'y attarde un tout petit peu et que grâce à un des meilleurs experts, à savoir Jérôme Barré pour le cabinet Yards. Bonjour Jérôme. Bonjour Cédric. On brosse un petit peu cette campagne et qu'on regarde quelles sont les nouveautés, quels sont les points d'attention, quelles sont les thématiques sur lesquelles il faut être particulièrement ajusté. On peut parler de digitalisation, de taux individualisés, d'ajustement de tout ce qui tourne autour du meublé. Il y a aussi une petite nouvelle, entre guillemets, la CDHR. Il y a quand même pas mal de choses à se raconter. D'abord, peut-être, c'est une nouvelle étape, on va dire, Jérôme, cette campagne, pour ce qui concerne la digitalisation. Décidément, j'ai un petit peu du mal avec ce mot-là. En fait, le tout numérique, maintenant, c'est... on est presque à son plein potentiel. C'est le décalage horaire, Cédric, qui nous fait ça, la digitalisation. Alors effectivement, on a une franche accélération de cette dématérialisation. 3 millions de foyers cette année ne recevront plus de déclarations papier. Sont visés ceux qui ont déjà télédéclaré l'an dernier, ou pour lequel l'envoi papier est supprimé sauf demande spécifique. C'est une obligation qui est encadrée par la loi, vous vous en souvenez, depuis 2016. Depuis 2016, la déclaration en ligne, elle est obligatoire, sauf impossibilité. Et également, il y a une tolérance qui subsiste, notamment pour les personnes plus âgées ou isolées, et qui ne savent pas toujours bien se servir ou d'Internet ou d'un ordinateur. Mais c'est un cadre qui se resserre progressivement. L'objectif, il est assumé, il est de rationaliser et économiser du personnel, du traitement. Et donc, on aura une réduction des coûts d'impression, évidemment, et de traitement pour l'administration. Et côté contribuable, il va falloir s'adapter sous peine de pénalité pour dépôt tardif de 10%. Voilà, on se souvient que dans les premières années de cette digitalisation, vous voyez, j'y arrive quand même, au contraire, on avait un petit bonus si on déclarait en ligne. C'est fini depuis longtemps, tant pis pour nous. Le calendrier, je le disais, on va le rappeler, Jérôme, parce que c'est toujours important quand on décide de faire une petite fiche pratique, mais c'est vrai que tout le monde en a un peu l'habitude. Il y a toujours ces zones en fonction du numéro de département. Voilà, alors on parle du calendrier parce que l'objectif, c'est d'éviter un dépôt tardif. Et comme vous le savez, un dépôt tardif entraîne une pénalité automatique de 10%. Alors, cette pénalité, on peut toujours la discuter si on est de bonne foi et que c'est assez rare. Mais si on la répète tous les ans, et pour tout type d'impôt, évidemment, l'administration sera beaucoup moins agréable pour le faire. En fait, on peut quand même, en principe, faire une régularisation spontanée sous 30 jours, qui va pouvoir éventuellement limiter ses conséquences, mais qui peut ne pas les annuler. Le calendrier classique, c'est jusqu'au 22 mai, les départements de 1 à 19, y compris également les non-résidents. Et attention, parce que les non-résidents, parfois, sont un peu plus loin et oublient la situation dans laquelle ils sont. Le 28 mai, c'est les départements de 20 à 54. Le 5 juin, ce sont les départements de 55 à 976, les DOM inclus, les départements d'outre-mer. Et le 20 mai, c'est-à-dire demain, la limite pour les déclarants papier. Et donc, les déclarants papier, on voit qu'ils ne sont pas non plus avantagés en termes de délai, puisqu'on leur demande de déclarer un peu avant. Et évidemment, comme toujours, et selon la formule consacrée, c'est le cachet de la Poste
qui fait Oui. foi. Donc voilà le sujet. Alors l'application, elle permet désormais de signaler un changement d'adresse, de déclarer la location d'une résidence secondaire, le cas échéant, et de modifier son taux de prélèvement à la source. Ouais, mais on peut pas Notamment encore pour les tout couples. faire sur l'application malgré tout. Il faut se connecter au site, c'est ça? Exactement. Et certains formulaires annexes, ne sont pas encore accessibles. Et ça reste un complément au portail impôts.gouv.fr, mais c'est pas tout à fait effectivement un substitut complet. Justement, si on parle digital, il faut dire un mot de la sécurité. Alors, c'est déjà assez poussé, on va dire, la sécurité. Il y a toujours des mots de passe à plus que rallonge demandés par l'administration fiscale. Malgré tout, ça va un petit peu se upgrader encore, pour parler un bon français. Qu'est-ce que c'est et à quoi il faut s'attendre? Alors, à partir dès l'été 2025, on devrait normalement rentrer dans le mécanisme de la double authentification. C'est-à-dire qu'on aura un code de sécurité à usage unique qui va être envoyé par email après saisie du mot de passe. Donc on fait rentrer son mot de passe et on obtient un code de sécurité unique. C'est ce que vous avez avec votre banque ou si vous jouez au loto, on vous envoie quelque chose de cette sorte, de sachant à bien savoir si c'est vous. Et évidemment, c'est un dispositif qui a vocation à protéger les données, et c'est bien le grand enjeu pour l'administration fiscale, c'est de protéger les données qui seraient données. Donc, en une mesure bienvenue, mais qui est contraignante, parce que pour les conseils ou les proches qui assistent un tiers, et j'en fais partie, ça complique considérablement l'accès à distance et ça ralentit le départ. Et puis si l'adresse email qui a été associée au compte est obsolète, eh bien l'accès sera tout simplement bloqué. Donc il faut anticiper dès maintenant, mettre à jour ou corriger son adresse électronique. Et c'est un point de friction classique chez les personnes âgées en particulier qui ne sont pas familières ou peu avec le numérique. Bon, voilà. Alors là, on a brossé quelques détails pratiques, on va dire, et maintenant, on va rentrer vraiment dans la fiscalité, Jérôme, si vous le voulez bien, et dans cette déclaration. D'abord, en disant un mot du barème revalorisé, bien évidemment. Alors, je dis bien évidemment parce que pour ceux qui suivent l'actualité fiscale, c'est vrai qu'il y avait eu des questions au moment de la censure, etc., du gouvernement, de savoir si on allait pouvoir revaloriser le barème de l'impôt ou si certains allaient rentrer dans l'impôt bien malgré eux. Quelles sont les conséquences donc de cette histoire de revalorisation? Alors ces revalorisations, elles ont été un peu plus fortes l'année dernière. Je crois qu'on était à 5 ou 7 et quelques, et l'année d'avant encore un peu avant, un peu au-dessus. C'est un mécanisme qui est un peu contre-intuitif parce qu'on a l'impression que en revalorisant les tranches, on augmente les taux et en fait pas du tout. L'idée était que en fonction de l'inflation, on revalorise ces taux de sorte que le barème de l'impôt va être indexé sur l'inflation comme chaque année, un taux et ça permet d'éviter que les hausses salariales qui seraient intervenues n'entraînent pas mécaniquement un saut de tranche. Ça surtout, évidemment, ça joue sur le bas du barème, hein. Donc ce sont les revenus jusqu'à 11 497 par an qui restent non imposables, et les tranches suivantes seront ajustées, mais sans changement de taux, c'est-à-dire celles de 11%, de 30%, de 41% et de 45%. Donc ce n'est pas une baisse d'impôt, mais c'est une mesure de neutralisation qui va permettre d'éviter cette hausse invisible due à l'inflation et qui ne compense malheureusement pas toujours la perte de pouvoir d'achat réel. Voilà, donc bon, quand même une mesure importante et qu'il était bon d'avoir en tête. Alors, je le disais en préambule, il y a quelques nouveautés dans cette déclaration d'impôt et notamment sur la location meublée, puisqu'il faut s'habituer à quelque chose, c'est que l'abattement de 50% que ceux qui sont concernés connaissaient, eh bien, il vit sa dernière année. Alors effectivement, le régime actuel prend fin avec les revenus de 2024, donc c'est la dernière fois où pour les locations meublées de courte durée, l'abattement de 50% jusqu'à 70 700 € de recettes pouvait s'appliquer, était maintenu sur la déclaration unique. À partir de 2025, le régime est aligné sur la location nue. L'abattement va tomber à 30%, comme la location nue, avec un plafond abaissé à 15 000 € de recettes. Donc on a un double effet, à la fois une diminution de cet abattement en pourcentage, on passe de 50 à 30, et ensuite l'étendue, si je puis dire, le champ d'application, eh bien, va passer de 77 700 à 15 000, donc c'est beaucoup. Et au-delà de ces 15 000, le régime réel va devenir obligatoire, avec la tenue d'une comptabilité, et évidemment, la conservation de toutes les pièces justificatives. C'était un des intérêts d'avoir un schéma entre guillemets forfaitaire, même si c'est un pourcentage, des charges justement sur la location meublée. Donc c'est une fiscalité qui est renforcée aussi également en cas de cession, ça c'est la plus grosse nouveauté, puisque depuis le 15 février 2025, l'administration va pouvoir réintégrer l'amortissement
qui a été pratiqué dans le passé dans le montant de la plus-value imposable. Si on vous cède son bien, il faudra rajouter, si je puis dire, au prix de cession, pour le calcul de la plus-value, qui est la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition, entre le prix d'acquisition et le prix de cession, qu'on retire, prix d'acquisition qu'on retire du prix de cession, on rajoutera au prix de cession l'amortissement qui a été pratiqué. Ce qui veut dire que, d'abord, il faut conserver les justificatifs, et on peut se demander si finalement on aura intérêt à procéder à un amortissement au fur et à mesure du temps, puisqu'il faudra le rajouter à la fin. Et la particularité, évidemment, c'est que si on conserve un bien longtemps et qu'on a fait des amortissements qui sont longs, il faut devoir aussi conserver les justificatifs, et l'administration, elle risque de vous ennuyer, y compris pour des périodes hors prescription fiscale. Il y aura un formalisme important auquel il faudra réfléchir, quoi. Voilà, donc réfléchir à se dire que peut-être on ne passera pas les amortissements. Alors c'est un peu plus cher immédiatement, mais c'est de la sécurité à terme. Tout dépend évidemment ce que vous louez. Et si vous avez l'intention de le conserver ou pas, si ça a une valeur affective ou pas pour vous. Alors, il y a un petit changement aussi important qui est prévu pour les couples à partir du mois de septembre. Là, on parle du taux, ce fameux taux. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir que jusqu'à présent, il y avait un partage de taxation ou de prélèvement plutôt, entre les conjoints, entre les époux, et que effectivement, si vous étiez la partie qui payait le plus, eh bien, vous pouviez ça pouvait sanctionner la partie qui était payée le moins. Donc, si je puis dire, jusqu'à maintenant, j'étais content que ma femme peut-être paye un peu plus d'impôts que ce que elle aurait dû, au regard de la répartition de ce taux individualisé et de la charge que ça représentait. Donc, par défaut, à partir du 1er septembre 2025, on appliquera ce taux individualisé. C'est-à-dire que jusqu'ici, ces couples mariés devaient demander expressément le taux individualisé. Désormais, il va être appliqué par défaut. C'est un changement de logique dans ce prélèvement à la source. Le montant global du foyer, évidemment, va rester le même. Il sera inchangé, mais sa répartition va tenir bien mieux compte des revenus réels de chacun, ce qui n'était pas tout à fait le cas, comme je le disais avant. Et cela évite évidemment qu'un des deux conjoints porte un sac un peu plus lourd, et c'est souvent donc ce que je disais, le moins rémunéré, et va porter une part qui va être moins proportionnée que le revenu qu'il touche. Donc c'est une mesure d'équité qui est saluée comme telle. Elle va concerner quand même plus de 10 millions de foyers fiscaux, soit donc évidemment 20 millions de personnes. Changement simple dans l'exécution, mais très très significatif dans ses effets, qu'on peut saluer. Un petit mot sur un aspect de la déclaration qui est très utilisé, ce sont les services à la personne, avec un crédit d'impôt. Est-ce qu'il est modifié cette année ? Alors, vous avez raison de dire qu'il est très utilisé. C'est le service, probablement, je n'aime pas ce terme, mais la niche fiscale la plus utilisée. Et vous vous souvenez que ce mécanisme, il avait été mis en place pour éviter que des personnes soient payées d'une façon qui n'est pas convenable, c'est-à-dire au black, comme on dit. Voilà, au chiche-crac, comme disent certains. L'intérêt, il est double. Il est évidemment pour ces personnes, parce que ces personnes qui travaillent, d'abord, elles n'ont pas forcément le régime de la sécurité sociale, c'est quand même un vrai sujet en cas de maladie, et elles se retrouvent démunies. Et le deuxième sujet, c'est aussi de leur permettre, à terme, par des cotisations, d'avoir une retraite, petite ou grande, je ne sais pas, mais d'avoir une retraite et d'accéder à une vie, j'allais dire, sociale et administrative normale. Donc le taux va rester inchangé. Le crédit d'impôt, il est toujours fixé à 50% des dépenses engagées dans la limite de 12 000 € par an, majorable dans certains cas en fonction de votre âge, de votre situation, etc. Ce qui va changer maintenant, c'est le niveau de détail, parce que beaucoup de personnes ont utilisé des sociétés qui étaient des sociétés de nature à fournir des prestations. Donc dans les prestations, vous avez du ménage, vous avez de la garde d'enfants, vous pouvez avoir également du jardinage, mais on va vous demander le nom de la société et le nom de l'intervenant, si c'est une personne physique ou une personne morale. Et l'idée, c'est d'éviter qu'il y ait des fuites dans le système et que finalement, ce ne soit d'ailleurs pas tout à fait juste, que ce ne soit pas éligible. Et donc, on veut mieux tracer les flux et on veut mieux cibler les aspects potentiels ou les abus potentiels, qui pourraient intervenir. Donc, c'est aussi une mesure civique tout à fait intéressante pour éviter que cet objectif très louable. D'ailleurs, on a voulu le supprimer, ça évite qu'il soit supprimé et ça permet de remettre. On continue mais ça évite. Voilà. Ouais. On continue à brosser cette déclaration d'impôt et on en arrive à une case qui s'appelle la 3EX. Alors, vous savez, il y a toujours ces références, ça permet de s'y retrouver aussi. Et elle fait son apparition. Elle sert à quoi, cette case ? Alors, c'est pas une fusée qui serait développée par un investisseur américain qui fournit aussi des voitures électriques.
Cette case 3EX, en fait, son objectif, c'était accueillir les éventuels gains qui seraient réalisés au travers d'un plan épargne avenir climat. Plan épargne avenir climat, c'est-à-dire un PEAC, donc dans les entreprises qui auraient des vertus en matière de climat, mais à ce jour, en fait, il n'y a aucun établissement qui commercialise encore ce produit. Donc, c'est une case qui est techniquement active, mais qui n'a pas de portée pratique pour cette campagne. Alors, la contribution différentielle sur les hauts revenus, j'en parlais dans notre introduction tout à l'heure, la CDHR fait son apparition. Est-ce qu'il faut s'en occuper? Est-ce qu'il faut s'en préoccuper? Est-ce qu'il faut s'y préparer? Est-ce que c'est dès maintenant? Enfin, voilà, dites-nous tout en quelques mots. Alors, ça n'est pas pour la déclaration 2024, mais c'est à l'occasion de la déclaration 2024 que tout le déni qu'on a souvent à se dire « je ferai ma déclaration », souvent au dernier moment, et j'oublie tout ça, que là revient l'idée de ce que l'on doit faire. L'idée générale de cette CDHR, d'abord, c'est de récupérer des fonds pour l'État, et elle vise à instaurer entre les contribuables un taux effectif minimum d'imposition de 20%. C'est un mécanisme un tout petit peu complexe qui rappelle des bases qu'on trouve dans la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, la CEHR, qui peut varier jusqu'à 4%, et donc qui est concerné, ce sont les célibataires au-delà de 250 000 euros de revenus annuels, donc des revenus substantiels, et les couples au-delà de 500 000 euros. C'est un mécanisme d'acompte qui est en fait complexe parce que dès décembre 2025, on va vous demander déjà de verser un acompte de 95% calculé par eux-mêmes sur les revenus de l'année. En fait, si vous avez, et en pratique, pour avoir fait des simulations, si vous avez une grosse activité salariale et une petite activité d'épargne avec une cession de plus-value et vous récupérez également des dividendes, tout va bien. Mais si jamais la courbe s'inverse et que vous avez plutôt une petite rémunération salariale ou de retraite, donc ça va probablement toucher quelques retraités, et que l'on vit sur un capital, soit parce qu'on en perçoit les dividendes, soit parce qu'on cède des titres au fur et à mesure pour combler le manque de revenus que l'on a, on risque de tomber donc dans l'application de cette CDHR et d'avoir un taux effectif plus important. Ce qui veut dire qu'en pratique également, si vous avez peu de revenus salariaux, peu de revenus de retraite, mais des gros revenus d'épargne, donc de cession de capital ou de revenus, eh bien vous allez vous retrouver, la flat tax de 30%, elle disparaît. Et elle n'est pas exclusive, cette CDHR, de la CEHR. Donc c'est un mécanisme qui est assez complexe, et la difficulté que vous allez avoir cette année, c'est d'anticiper dès décembre 2025 le gain potentiel et d'essayer de fournir 95% d'un acompte calculé sur ce revenu nouveau, sur cette 95%, c'est-à-dire une marge d'erreur de 5%, c'est très peu. Et donc c'est difficile. Donc ça nécessite dès maintenant d'aller vérifier où sont les éléments de revenus, de structuration, pour voir comment vous allez faire. Concrètement, ce que le gouvernement nous a dit, c'est que s'il ne touchait pas de revenus suffisamment cette année, il reconduirait peut-être la mesure. Donc c'est là aussi ce qu'il faut savoir. Allez, on termine juste par une petite... En fait, on a commencé en parlant du calendrier, quasiment. Vous nous avez dit, il faut s'y tenir, sinon il y a une pénalité. Maintenant, voilà, on a fait notre déclaration, on a répondu en temps et en heure, et puis... quelques jours après ou quelques semaines après, on s'aperçoit soit qu'on a oublié quelque chose, soit qu'on a fait une erreur. Enfin bon, voilà, on s'est gouré. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est raté? On peut modifier? Il faut appeler? Enfin voilà, est-ce qu'il y a ce fameux droit à l'erreur? Alors, c'est l'administration. Le principe, c'est que quand vous oubliez quelque chose, normalement, le couperet tombe, c'est généralement les 10%. Et puis, si vous vous en rendez compte trop tard, ou si c'est l'administration qui s'en rend compte bien plus tard, vous avez également les intérêts de retard qui s'appliquent. Mais l'administration est bonne mère, et plutôt que de vous donner un coup sur le nez à chaque fois que vous venez corriger, elle vous dit que si vous venez corriger à la fois spontanément, en principe une seule fois, mais on ne se méprend pas sur le fait qu'on voit bien si vous êtes un contribuable de bonne foi et un peu ignorant, ou un contribuable qui joue avec ce genre de dispositions. Eh bien, si vous venez voir, et en général, c'était le ministre qui fixait une période dans laquelle vous pouvez réparer. L'année dernière, c'était entre le août et le 4 décembre, pas avant. Mais après, vous avez un système de télédéclaration, de télécorrection, qui vous permet de dire à l'administration, pardon madame, à l'administration, j'ai oublié un revenu, ou j'ai mal calculé ceci, ou j'ai mal calculé cela. Et donc, c'est ce droit à l'erreur qui vous permet de rectifier. Cette déclaration, vous la faites en ligne, sans pénalité, tant que cette erreur est de bonne foi.
Mais cette jurisprudence du 9 mai 2025 du Conseil d'État, dont vous nous parlions, est quelque chose qui est venu perturber le panorama. En l'espèce, c'était un ménage qui est tombé sous le coup d'une personne malhonnête et il est tombé dans ce qu'on appelle un Ponzi. Le Ponzi, c'est je vous demande 100 euros et je vous donnerai des revenus forts. Donc en général, on vous donne le revenu. Exactement, vous avez un revenu qui a été puisé sur le capital que vous avez vous-même déposé et donc on peut comme ça encaisser rapidement de l'argent et ensuite prendre l'argent et se sauver. Et puis pour que vous soyez endormi, on vous fait des piqûres de distribution de dividendes et on vous dit par exemple, vous aurez 10% de revenus annuels, c'est formidable, on y va, on y souscrit, vous donnez 100, on vous donne 10% la première année de votre revenu, l'année d'après on vous dit peut-être que c'est un peu moins. Voilà. Ces gens sont tombés sous ce coup-là et ils ont voulu, en fait, ils ont déclaré ce qu'ils avaient perçu comme un revenu, ils se sont aperçus que c'était un Ponzi et ils ont voulu utiliser le mécanisme de l'erreur excusable, tel que je l'appelle, et donc d'utiliser ce droit à l'erreur. Probablement s'y sont-ils mal pris, parce que l'administration n'a pas été de cet avis-là, et qu'est-ce qu'ils ont dû faire? C'est qu'ils ont dû dire, finalement j'ai mis 100 euros, ce que l'on me donne, ça ne sera sûrement pas du revenu, et je considère que c'est un remboursement d'une dette. En envoyant 100 euros chez quelqu'un, je suis devenu son créditeur, il est devenu mon débiteur. Voilà. Mais là encore, je dis qu'ils sont peut-être pris, je parle sous mon propre contrôle et ma responsabilité, mais l'administration, visiblement, n'a pas pris bien les choses et elle n'a pas admis que ce soit sous le cadre du droit à l'erreur et que finalement, on puisse utiliser le système. Ce qui veut dire qu'on a renversé la charge de la preuve, d'une part, que par ailleurs, il faut le savoir, le Conseil d'État a balayé d'un revers de manche ce qui était émis par le ministre du Budget. Or, en général, quand l'administration vous dit quelque chose, c'est quelque chose qui lui est opposable. Là, le Conseil d'État a dit on s'en fiche. Et ça veut dire qu'au final, ce que l'on comprend, c'est que, et c'est mon interprétation, c'est que si vous demandez, vous exercez votre droit à l'erreur parce que vous avez oublié un revenu, ça, on admettra que vous n'ayez par pas contre, si c'est l'inverse, ça ne marchera pas. Alors, si c'est l'inverse, on va considérer que c'est une réclamation contentieuse. C'est-à-dire que vous mettez tout en place le processus, justifiez les informations, etc. Alors, pour beaucoup, ça paraît pas terrible, mais en réalité, on est dans un système déclaratif. Dans tous les cas, même si vous déclarez et tous les éléments ne sont pas fournis, l'administration peut vous demander à tout moment de justifier ce que vous dites. Bien sûr. Donc, c'est un peu dommage que ça se passe comme ça. Ensuite, est-ce qu'on peut considérer que c'est un cas d'espèce? Peut-être, parce que visiblement, si au moment où on envoie ça sur son espace de télédéclaration et que l'administration comprend et on suit ça d'un courrier le cas échéant pour fournir les pièces, je ne vois pas pourquoi l'administration n'accepterait pas ça. La question aussi, c'est de ne pas prendre l'administration bille en tête et en disant j'y ai droit, pour quelque chose qui effectivement est un droit, mais qui est quand même voilà, et qui est quand même une tolérance. Non. Vous vous êtes trompé, on vous donne pas de gifle, mais bon, soyez gentils. Et c'est plutôt pas mal non plus. Faut pas que les contribuables pensent que ça reste une sanction. Voilà. Ouais. Et on rappelle quand même que si on a le moindre doute, on utilise cette petite case là avec la mention express et on fait part de ces doutes, de ces questions. Ça permet de mettre souvent un peu d'huile dans les rouages. Alors, on est d'accord. C'est une possibilité. Cela signifie aussi que, puisque on ne peut pas forcément baisser par la déclaration ou la télérectification les montants trop volumineux, c'est-à-dire que il faut se garder de faire des appréciations en disant voilà, j'ai pas mes documents, mais ça doit valoir à peu près tant. On sera bien gêné si on a mis plus que ce qu'on devait effectivement déclarer en base. D'accord. Donc, il vaut mieux peut-être parfois ne pas déclarer. Alors, j'ai entendu dire, on me dit on peut déclarer moins. Mais si c'est une appréciation ou une erreur, je pense qu'il vaut mieux pas déclarer, mettre la mention express ou mettre une notice d'explication en disant voilà, j'ai un revenu qui est là, mais pour telle ou telle raison, j'ai pas tout. Et dès que je peux vous le donner, je vous l'apporte. Je pense qu'on est mieux dans cette situation-là. On fait son règlement et l'administration, bien sûr qu'elle est souveraine, mais oui, déjà, il y aura cette bonne foi qui existe, oui, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Jérôme Barré, avocat associé chez Yards, qui a pris son bâton de pèlerin pour éplucher cette campagne de déclaration. Merci, Jérôme, d'être venu dans le cœur de Patrimoine. À très bientôt. Et nous, on poursuit notre petit voyage. On va encore un petit peu parler quand même de fiscalité. On va s'intéresser au changement de résidence. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et on vient donc d'explorer cette fameuse déclaration de revenus et on va continuer à rester un peu dans cette sphère fiscale en accueillant donc Stanislas Vayen. Bonjour Stanislas. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Patrimoine aujourd'hui. Vous êtes avocat associé en droit fiscal au cabinet Allérion et on va s'intéresser au transfert, au changement de résidence, sous-entendu de résidence fiscale, bien évidemment. Quels sont les principaux motifs, finalement, qui, on va dire, poussent un contribuable à faire ce qu'on appelle donc ce transfert de résidence? Je dirais qu'il peut y en avoir 3. Le premier des motifs, c'est un motif professionnel. Son employeur va lui demander d'aller développer une activité à l'étranger et il décide de partir avec toute sa famille et à ce titre, il va devoir faire un transfert de résidence. La deuxième raison que l'on voit parmi nos clients, cela peut être une raison que je qualifierais de culturelle ou religieuse. Pour certaines raisons, vous avez des confessions qui souhaitent quitter la France pour rejoindre d'autres pays. Et puis vous avez des raisons, alors il y a une façon de le présenter, qui sont fiscales. Et c'est là où il y a une zone de risque, parce que quand on va sur ce terrain-là, on peut parfaitement quitter le territoire français parce que l'on recherche une fiscalité plus attractive. Mais si on le fait réellement et on ne garde pas de lien avec la France. Oui. Sous cette réserve, le transfert de résidence... On n'essaye pas de jouer avec la ligne jaune. C'est ça. Bon. Alors, justement, on quitte quand même les fourches collines de Bercy, et donc, forcément, il y a des défis juridiques, entre guillemets, à prendre en compte. Quels sont les principaux... Alors, on va pas faire une fiche ultra détaillée, non, on reste quand même à la portée de tout le monde, mais voilà, quels sont les principaux défis juridiques qu'un contribuable doit avoir en tête, prendre en compte, travailler, imaginer, au moment où il se dit, tiens, je vais partir? Alors, déjà, je pense qu'il y a un point qui est intéressant, c'est que les choses sont simples aujourd'hui. Jusqu'en 2004, il y avait ce qu'on appelait le mécanisme du quitus. C'est-à-dire, quand vous quittiez la France, dans les 30 jours qui précédaient votre départ, vous faisiez votre déclaration, vous la soumettiez aux impôts, et si ça allait aux impôts, vous receviez le quitus. Si ça ne leur allait pas, les conditions du départ étaient un petit peu différentes. Aujourd'hui, vous partez assez simplement, et tout va se passer au titre de l'année qui suit celle du transfert de résidence. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'un transfert de résidence déclenche l'obligation de payer l'intégralité de ses revenus jusqu'au jour du transfert. Si, postérieurement à votre transfert de résidence, vous continuez à avoir certains revenus de source française, comme des revenus locatifs de location immobilière, ces revenus seront également déclarés. Tout ça se fera au moment d'établissement de la déclaration dont vous parliez avec Jérôme Barré juste avant. Et puis, et c'est sans doute là où il va y avoir le plus d'enjeux fiscaux, il y a ce qu'on appelle le mécanisme d'exit tax, c'est-à-dire l'obligation pour le contribuable de déclarer un certain nombre de plus-values, les plus-values latentes, de même que les plus-values en report, avec des obligations déclaratives ou des contraintes déclaratives qui vont varier selon le pays dans lequel on transfère sa résidence. Ah oui, parce que ça compte, ça aussi. Exactement. Pour faire simple et sans rentrer dans des détails, si vous transférez votre résidence dans un pays de l'Union européenne ou dans un pays signataire d'une convention avec la France qui comporte à la fois une clause d'assistance en matière de contrôle fiscal et en matière de recouvrement, et il y en a un certain nombre, et bien à ce moment-là... Ça se passe plutôt pas mal. Ça se passe pas mal. Vous avez une obligation déclarative, mais un sursis qui vous est automatiquement accordé. Si en revanche, vous partez dans un pays autre que ceux que je viens d'énumérer, eh bien, vous allez déclarer de la même façon, mais vous allez devoir, si vous voulez ne pas payer immédiatement, solliciter un sursis de paiement. Et le sursis de paiement, il ne vous sera accordé que, 1, si vous désignez un représentant, 2, si vous donnez des garanties. Mais un représentant, c'est-à-dire, c'est quoi Une personne qui est chargée d'assurer vos obligations fiscales en cas de... Mais c'est quoi? C'est son frère, sa sœur, son oncle Alors, c'est une bonne question. Je crois que c'est normalement une personne, c'est des sociétés qui sont habilitées. Ah oui, d'accord. Il faut choisir dans la liste des médecins agréés par la Sécu, quoi. En quelque sorte. En quelque sorte. Bon, comment est-ce qu'on... Parce qu'on comprend bien que même s'il y a
une simplification, même s'il y a des zones dans lesquelles le processus va se faire de façon, on va dire, naturelle ou aisée. C'est quand même quelque chose, un acte administratif fort, et que on fait pas ça en claquant des doigts, qu'il y a des choses qu'il faut anticiper, qu'il y a des choses qu'il faut gérer d'une façon ou d'une autre. Comment est-ce qu'on doit s'y préparer ? Voilà, on parlait effectivement de tout ce qui est déclaratif, vous en avez dit un mot, mais il y a aussi peut-être des pièges qu'il faut éviter. Enfin voilà, Alors, il y a des choses qui sont très pratiques. L'une des premières obligations qui est la vôtre, c'est de transmettre aux autorités administratives, quelles qu'elles soient, pas que fiscales, votre nouvelle adresse. Pour cela, il y a un site qui est formidable, qui est le servicepublic.fr, où vous pouvez, en un clic, informer la totalité des administrations, qu'elles soient sociales ou fiscales, de votre nouvelle adresse. Vous avez une obligation d'informer les administrations fiscales de votre nouvelle adresse. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a le pays dans lequel on arrive. Vous avez certains pays qui exigent de vous connaître, en quelque sorte. Je vais prendre un exemple au niveau de la Belgique, tout près de chez nous. Là, on va pas très loin. On va pas très loin. Eh bien, au niveau des autorités fiscales belges, vous avez une obligation d'immatriculation à la commune. C'est-à-dire qu'une personne qui devient résident fiscal en Belgique doit être immatriculée à la commune dans laquelle il réside, que ce soit en Flandre ou en Wallonie. Et puis ensuite, alors on va plus loin. Je disais tout à l'heure qu'un transfert de résidence, il doit être réel. Bien, on en profite pour couper les ponts avec la France. C'est-à-dire que... Oui. Et alors, comment ça se passe si quelqu'un veut garder... Enfin, vous parliez tout à l'heure en même temps, quasiment, du fait qu'on peut avoir des revenus qui restent en France, par exemple des revenus locatifs. Donc, on peut avoir une partie de son patrimoine qui est en France. Ou alors, on peut avoir... j'allais dire le château de famille, mais ne serait-ce... Allez, limitons-nous à la maison, mais le bien familial qui est dans la famille depuis des générations, qu'on peut souhaiter garder. Là, on ne coupe pas tous les ponts. Alors, on ne coupe pas tous les ponts, mais attention, parce que c'est là où on va regarder les critères de résidence. Vous avez des critères français. Ces fameux jours, exactement. etc. Les critères français sont des critères alternatifs. Ils se prennent dans n'importe quel sens. Vous avez le foyer d'habitation, le lieu de séjour principal, l'exercice d'une activité professionnelle ou le centre des intérêts économiques. Si vous remplissez l'un quelconque de ces 4 critères, vous êtes, au regard du seul droit français, résident de France. Ensuite, vous avez les critères conventionnels qui priment dans la hiérarchie des normes. Les critères conventionnels sont des critères qui, à la différence des critères français, sont des critères successifs. Je les prends les uns à la suite des autres. Et généralement, dans l'ordre CDE, c'est foyer d'habitation, centre des intérêts vitaux, lieu de séjour principal et la nationalité. Et alors, ça devient quelque chose de très spécifique, mais je vais prendre un cas que l'on rencontre parfois. Quand vous avez une personne qui a transféré sa résidence dans les Émirats arabes unis, pour des raisons totalement professionnelles, eh bien, s'il y a une spécificité dans la convention signée entre la France et les Émirats arabes unis, qui fait que si vous remplissez l'un quelconque des critères français, eh bien, potentiellement, la France peut reprendre un droit d'imposer. Donc, c'est là où, en fonction du pays où on va, il faut faire assez attention et parfois couper vraiment les ponts. Donc ça veut dire que le transfert qu'on choisit de faire, le pays vers lequel on va, la façon dont on part, etc., peut avoir un impact direct sur son patrimoine, notamment immobilier, parce que c'est le plus difficile, on va dire, à transférer. On ne va pas partir avec le chalet. Voilà, c'est-à-dire que ce transfert, il a un impact direct. Alors, le patrimoine, il n'y a pas de problème à le conserver, en réalité. D'accord. Là où ça va être important, c'est votre résidence principale, ce qui était la maison où vous habitiez. Qu'est-ce que vous en faites ? Si vous la louez, j'ai pas de problème. Par définition, vous n'en avez pas à la disposition et ça ne permettra pas à la France de considérer cela comme un foyer d'habitation. Si vous la gardez en disant non, moi quand je viens en France, je veux être chez moi. Vous avez le droit. Mais ça va potentiellement, vous remplissez un critère. Alors, je n'ai pas dit que parce que vous gardiez votre maison, vous restiez résident de France. C'est pas ce que j'ai dit. Mais vous gardez un pied en France qui, sous réserve des autres critères, peut vous permettre... Il y a un petit truc qui titille, quoi. C'est ça. Ouais. Mais pour le reste, gardez tout votre patrimoine immobilier, tout ce qui est loué, il n'y a aucun sujet. Aucun sujet.
Est-ce qu'on peut, je ne vais pas dire résumer, mais est-ce qu'on peut se dire, voilà, il y a X étapes clés qu'il faut absolument avoir notées sur son mobile, là, à l'issue de notre entretien, Stanislas Weyen, pour finalement faire cette opération cette transition de façon douce. Je pense que le point le plus important, et on en a parlé un petit peu, c'est celui qui a trait à l'exit tax. C'est-à-dire que la première des questions que vous devez vous poser, c'est est-ce que oui ou non, je suis dans le champ d'application de l'exit tax. D'accord. Est-ce que j'ai des plus-values latentes? Et si oui, est-ce qu'elles sont dans les conditions d'application de l'exit tax? Est-ce que j'ai des plus-values en report? Et là, le simple fait d'avoir une plus-value en report, automatiquement, vous êtes dans le champ de l'exit tax. Ça, c'est la première des questions qui doit être posée. En fonction de ça, faire les déclarations qui vont bien, étant précisé que vous avez les obligations déclaratives l'année qui suit le transfert, mais les obligations déclaratives de suivi. Et le fait de ne pas faire une déclaration de suivi a potentiellement pour conséquence la perte du bénéfice du sursis au titre de l'exit tax. Vous avez certes une possibilité de régularisation. L'administration fiscale vous met 30 jours, vous met en demeure dans les 30 jours de régulariser. Mais si vous ne le faites pas, si vous laissez passer, on sort du bénéfice. Donc ça, c'est à mon avis la première la chose la plus importante à avoir en tête. Alors là, c'est, on va dire, la vie courante. Et puis, si on a décidé de partir, il peut aussi se passer le bout de la vie. Et donc, une succession, un testament, etc. Est-ce que là, pour le coup, le fait qu'on ne soit plus résident français, ça change la donne? Pas forcément. Et ça va dépendre un petit peu des pays dans lesquels on part. D'un point de vue fiscalité, d'un point de vue règles applicables, normalement, on vous applique les règles d'une succession d'un point de vue fiscal du pays dans lequel vous êtes décédé. Ensuite, on va regarder les règles françaises. Les règles françaises de territorialité, l'article 750 ter, vous permet à la France de faire rentrer dans le champ territorial des droits de succession 3 hypothèses. Le défunt est en France. Par définition, ce n'est pas cette situation puisque la personne a transféré sa résidence. Les biens transmis sont en France ou les héritiers sont en France. Donc ça, vous voyez bien que la France permet éventuellement de reprendre les choses. Ensuite, on va regarder la convention. Il y a beaucoup plus de conventions qui ont été signées par la France en matière de succession qu'il y en a en matière de donation. En matière de donation, il n'y en a que 9. En matière de succession, il y en a quand même beaucoup plus. Et là, la convention va permettre en fait de déterminer les modalités d'imposition selon la nature du revenu. Mais grosso modo, tout ce qui est actif immobilier restera taxable en France. Le reste, on arrivera généralement à ne pas le soumettre à imposition en France. Eh bien voilà, vous en savez un petit peu plus ce matin sur ce transfert de résidence et la fiscalité qui s'y applique. Merci beaucoup, Stanislas Weyen, donc pour le cabinet Allez Rayons. Nous, on poursuit Cœur de patrimoine ce matin et on va s'intéresser à de nouvelles générations d'investisseurs. À tout de suite. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et comme chaque mois, on accueille Sébastien Conon. Bonjour Sébastien. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour So We Found. On rappelle aussi que vous animez un délicieux podcast, Tech 45, que l'on peut écouter et qui réunit tous ceux qui font un peu cette French Tech. Et aujourd'hui, on s'intéresse avec vous à une nouvelle génération d'investisseurs, savoir un petit peu qui ils sont, quelles sont leurs motivations. D'abord, pourquoi est-ce que vous nous parlez de nouveaux investisseurs? Il y a vraiment des gens qu'on ne connaissait pas et qui se présentent au guichet? Ils arrivent. Non mais trêve de plaisanterie, c'est pas à vous que je vais apprendre, Cédric. On est très bon en France pour épargner. On n'est pas champion du monde, mais à mon avis, on n'est pas loin. En revanche, pour l'investissement, là, c'est vrai qu'il y avait un gap. On aimait bien mettre de côté, mettre des noisettes de côté, les faire fructifier, mais bon, avec des produits pas du tout risqués. C'est bien, on avait le livret A et le fonds euro, donc la dette et l'immobilier social. Exactement. Ça limitait les possibilités. Merci pour ce résumé, j'ai pas eu besoin de le faire. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que la tendance, elle évolue, Cédric, et ça va dans le bon sens, c'est vrai, puisque je me base sur une étude très détaillée et commandée et publiée fin 2024 par BlackRock.
Et alors, bon, certes, donc c'était un petit peu à volonté en piste de l'administration Trump, mais a priori, ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Donc l'an dernier, près de 29% des adultes français déclaraient investir. C'est quand même plus 16% en 2 ans, donc par rapport à 2022. C'est l'une des plus fortes hausses sur le continent, à signaler déjà. C'est pas mal, ça. Ouais. On se souvient aussi qu'il y avait eu un petit effet d'entraînement, un peu jeu et distraction pendant le Covid. On avait vu pas mal de jeunes, notamment, arriver en bourse, etc. Donc 29% des Français qui investissent, et vous nous parlez du continent. C'est-à-dire qu'en Europe, c'est beaucoup moins. On est vraiment... Ouais, on va y revenir, effectivement, on va se comparer, mais juste d'un mot, vous avez dit les jeunes, c'est le mot, enfin le terme qu'il faut retenir, puisqu'il y a 2 dynamiques. D'un côté, les 18-34 ans dont l'appétit pour l'investissement explose, plus 28%, au point qu'il pourrait représenter donc 60% des nouveaux investisseurs là en 2025. Et en volume, il faut savoir que maintenant les moins de 25 ans sont en tête devant la génération Y, donc les moins de 45 ans. L'autre tendance, l'autre dynamique, ce sont les femmes. Le taux d'investissement des femmes a bondi de 35% l'an dernier, donc c'est considérable. Ça comble en partie, certes, mais en partie donc le retard historique qu'on leur connaissait. On va y revenir si vous le souhaitez tout à l'heure. Et sur la comparaison donc pays par pays en Europe, c'est vrai, 29%, vous l'avez souligné, des Français investissent. En fait, on est au niveau du bassin méditerranéen, on va dire, donc Espagne, Portugal, Italie. Quand on remonte un peu, c'est beaucoup moins bon, puisque au Royaume-Uni, eux, ils sont à 36% d'investisseurs. L'Allemagne, c'est un pays avec 38% d'investisseurs. Le Danemark, c'est 46%. La Norvège, la Suède, boum, plus de 50%. Donc on est quand même très... On a encore une marge de progression. C'est ça. Faut regarder du coup, vous allez me demander peut-être les raisons de ne pas investir. Pourquoi en France, en tout cas? Déjà, je pense qu'il y a l'éducation, non? Ouais, c'est pas la première raison. Bon. La première raison, elle est encore plus basique. C'est vrai que si vous me le permettez, c'est que je n'ai pas assez d'argent. J'ai manque de moyens. Et donc, j'arrive pas à investir où je me dis que ça, c'est vraiment que pour l'épargne sécurisée, peut-être 2-3 mois, pas beaucoup plus, ça sert à rien. Après, la deuxième raison, c'est la peur de perdre, tout simplement. J'ai peur de perdre cette épargne. Oui, c'est ça. Je mettrais ça sur les deux. Je le regrouperais volontiers dans l'éducation, quand même. Bon, donc prendre un risque, ça n'est pas avoir un accident. C'est Stéphane Van Nuffel qui fait cette maxime, qui fait sienne cette maxime, et je suis assez d'accord avec. Et 3, c'est quand même parce que j'ai pas assez, je pense, et je suis sûr de ne pas avoir assez de connaissances, de repères. Et donc, c'est vrai qu'un tiers des Français déclarent « Je ne sais pas dans quoi investir, je ne sais pas quel bénéfice je vais en tirer, Cédric. » Donc, vous et moi, là, on voit qu'on a encore un peu de travail. N'hésitez pas d'abord à nous écouter, bien sûr. On vous donne des idées. Et puis, pourquoi pas aller chercher un conseil. Vous avez des CGP qui sont là pour vous. Dans quoi est-ce qu'ils investissent, ces 29% de Français qui se jettent dans le bain? Alors moi, j'avais un chiffre que depuis 2-3 ans que j'avais, non pas en tête, mais en tout cas, j'entendais, tiens, le numéro 1 maintenant, le premier actif, c'est notamment grâce ou à cause des jeunes, ce sont les cryptos. Je trouvais ça quand même un peu désolant, et pour pas dire même carrément risqué, pour pas dire un peu inconsidéré. En fait, c'est pas vrai. Pour la totalité de la population, le premier, c'est bien, alors hors immobilier, mais donc les actions. On parle bien d'investissement financier. Donc, 1, les actions, 53%. 2, les fonds communs de placement, fonds d'investissement, là, vous êtes à 27%. Suivent donc les cryptos, on y arrive, à 23%. 21, des obligations de tout type, État, entreprise. 16% portefeuille d'investissement géré par une plateforme ou par un robot advisor. 14%, là, je plaide pour ma paroisse, c'est donc le crowdfunding, le crowd equity, le capital risque. Et puis 8%, les ETF, et qui, comme vous le savez, là, sont assez booming, donc tout le monde en veut là, depuis quelques temps. Bon, c'est plutôt rafraîchissant. Et alors donc, un petit mot des femmes, parce que c'est vrai que pendant longtemps, les femmes ont été en retard en termes de gestion de patrimoine, d'investissement, etc. Et vous nous dites ça revient. Oui, on avait tous en tête Patrick Juvet. Où sont-elles? En fait, je vous laisse faire le refrain. Elles arrivent. Elles sont connues, elles étaient connues, oui, je peux parler au passé, pour être averses au risque. Pas forcément, plus du tout même. Gros appétit pour les cryptos, on y revient. Or, c'est risqué et volatile, vous en connaîtrez, Cédric. 2, les ETF aussi. Ça leur plaît, aux femmes en général. Ça leur permet de s'exposer à une classe d'actifs, à une zone géographique. Et il y a 2 enseignements concernant les femmes, c'est qu'elles sont plus long-termistes que vous et moi, et que tous les autres hommes, en moyenne. Elles font moins d'allers-retours. Elles sont moins sensibles aussi aux situations dites un peu extrêmes. Donc, en gros, elles gèrent mieux leur stress, leurs émotions.
En moyenne, c'est toujours pareil. Et donc, au final, ça qui est le plus intéressant, je trouve, dans les dernières études qu'on va trouver, c'est qu'elles sont de meilleurs investisseurs. C'est ça, au final, en fait. Est-ce que ça, la perf est là ou pas ? Parce que le but, c'est quand même de faire de bons investissements. Et ben voilà. Donc, j'en parlais encore régulièrement, et il en parle aussi sur ses réseaux avec Mathias Bacchino, le patron de Trade Republic en France. C'est quand même 1 million de clients désormais, des jeunes, mais pas que. Et notamment donc, de plus en plus de femmes. Et donc, depuis 3-4 ans, maintenant, elles sont à 2% de surperformance. Et 2% par an, sur 10 ou 20 ans, ça commence à faire une sacrée différence, Cédric. Oui, c'est vrai. Je me souviens avoir couvert, notamment il y a quelques années, le lancement de Ladies Bank. C'était une option, entre guillemets, je ne sais pas comment dire, une option ou une proposition de Odo, qui était destinée justement aux femmes pour qu'elles aient des conseils adaptés à leur psychologie, à leur façon d'investir, etc. Ça fait partie des initiatives nombreuses qui ont fait qu'elles ont fini par arriver. Bon, qu'est-ce qu'on se dit en conclusion qu'il y a de l'espoir, du coup ? Clairement, donc l'investissement progresse chez nous, Cédric. Les Français, généralement accros à l'IMO, ils ont compris qu'il y avait d'autres classes d'actifs. Donc ça va clairement dans le bon sens. Tout le monde doit prendre sa part, les influenceurs, les créateurs de contenu, comme vous et moi, les conseillers aussi, qui doivent flécher plus d'épargne vers des produits plus diversifiés, plus rémunérateurs, évidemment en fonction du couple rendement-risque que chacun accepte, en fonction de son profil, de son âge, etc. La pierre, c'est pas toujours le meilleur investissement. On sort des vieux réflexes aussi, investir en action, j'y vais pas parce que c'est trop risqué. C'est dommage parce qu'effectivement, on passe à côté quand même d'opportunités, de performances parfois très importantes. Il faut regarder sur 10-15 ans. Il n'y a pas photo, sur l'IMO notamment, enfin face à l'IMO, en tout cas en France, et je pense ailleurs aussi. Le non-coté, il y a de belles choses évidemment à faire. Moi, je suis chez Sofiane, donc je ne vais pas vous dire le contraire, à partir de 500 ou 1000 euros. Et puis, dans les actions, là encore, l'IMO, c'est bien, mais n'oubliez pas que les actifs financiers, faut mettre autre chose que ce que vous disiez au début. Donc, il faut lever le pied sur tout ce qui est fonds, contrat euro, le monétaire, et aller plutôt financer l'économie réelle et visée. Au passage, c'est quand même pour ça aussi qu'on est là, des rendements plus attrayants. Merci beaucoup, Sébastien. Sébastien Coinon et So We Found pour ces nouveaux investisseurs qu'on est ravis d'accueillir s'ils nous écoutent ce matin. À très bientôt, Sébastien. À bientôt. Et nous, on poursuit Cœur de patrimoine. On va s'intéresser dans un instant aux résidences gérées. Voilà, tiens, une idée d'investissement. Alors, OK, on est un peu dans l'IMO, mais bon, c'est intéressant tout de même et c'est à suivre. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On poursuit ce rendez-vous hebdomadaire Cœur de patrimoine avec une idée d'investissement. On aime parfois vous illustrer pour vous la gestion de patrimoine en trouvant tel ou tel motif d'investissement. Et pour ce faire, on accueille ce matin Thaïs Castan. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, associé chez L&A Finance. Et avec vous, on va parler d'un investissement. Alors, je le disais en clin d'œil, juste en remerciant Sébastien Coinon qui a tapé du poing sur l'immobilier. Ouais, on va quand même parler d'IMO parce que même si effectivement on vous encourage notamment à investir sur des actifs cotés, etc., l'IMO malgré tout fait partie des investissements que les Français apprécient tout particulièrement. Et il y a une catégorie sur laquelle on va insister ce matin, ce sont les résidences gérées. D'abord peut-être qu'est-ce qu'on appelle une résidence gérée et puis quels avantages on trouve, avantages fiscaux notamment parce qu'il y a toujours une petite once de fiscalité. C'est pas pour vous mentir qu'on a largement consacré cette émission à la fiscalité. Les avantages fiscaux de ce fameux statut de loueur meublé quand on est en résidence gérée. Alors, qu'est-ce qu'une résidence gérée ? C'est le plus simplement possible d'acheter un lot dans une résidence, finalement, qui est exploitée, donc gérée par une entreprise dont c'est le cœur de métier. Donc, par exemple... Donc ça peut être quoi ? Étudiant, santé Il y a différents secteurs. Alors, on se trouve essentiellement dans le principe du bail commercial. Du coup, ça, c'est une donnée qui est très importante et qu'on va retrouver tout au long de cette interview. C'est alors le fait que ce soit une entreprise qui soit notre locataire et non pas un particulier. Et D'accord. Ça, c'est une distinction qui est très importante. Alors, effectivement, il y a différents secteurs. Comme vous l'avez dit, il y a les étudiants, il y a les résidences seniors, différents des EHPAD, mais qui en font également partie. Il y a tout ce qui est cadre mobilité. Aujourd'hui, il y a le tourisme. Enfin voilà, il y a plein de secteurs finalement qui ne sont pas liés au résidentiel, mais à d'autres exploitations. Donc voilà. Et donc cette résidence gérée, elle donne le droit à ce fameux statut
qui a des avantages fiscaux, c'est ça ? Alors, pas qu'une résidence gérée. Finalement, ce statut du loueur en meublé non professionnel du LMNP, on a l'obtention de ce statut dès lors qu'on loue un bien et qu'il est meublé, donc qu'il répond à différentes caractéristiques du fait que l'on puisse se doucher dans le bien, enfin se laver, manger et dormir. Mais effectivement, les résidences gérées font partie de ce statut du LMNP qui est très avantageux pour l'investisseur. Alors, quel avantage on en tire fiscalement parlant ? Parce qu'il y a toujours cette petite carotte qui guide un petit peu, qui est la boussole pour beaucoup de l'investissement. Exact. Alors, déjà, les revenus fonciers, de manière générale, sont quand même avantageux pour l'investisseur, du fait qu'on a la possibilité de déduire toutes les charges issues du bien que l'on loue, des revenus que l'on perçoit. Donc ensuite, lié à ce différentiel, soit on a un bénéfice foncier qu'on vient ajouter à son revenu imposable, soit on a un déficit foncier qu'on vient déduire de son revenu imposable. Mais en plus de cela, le statut du LMNP fait bénéficier à l'investisseur d'un amortissement. Donc en fait, c'est une petite poche qui va venir réduire le bénéfice foncier à zéro, le neutraliser en fait. Ce qui veut dire pour l'investisseur que pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce qu'il épuise cette petite poche d'amortissement, pendant un certain nombre d'années, il n'aura pas de fiscalité sur les revenus générés par son patrimoine, par son investissement. Donc il faut quand même le rappeler. Et alors, ce dispositif, entre guillemets, on le subit ou il y a une façon de l'optimiser et vous, par exemple, est-ce que vous prenez votre client sous l'aile et puis vous vous dites, on va gérer ça comme ça, de façon à tirer la substantifique moelle de ce dispositif ? Bien sûr. Alors déjà, c'est pas un investissement qui correspond à tout le monde. L'investissement miracle, il n'existe pas. Donc il faut vraiment faire un audit et avoir une discussion claire avec le client pour savoir quelle est sa situation, quels sont ses leviers d'investissement et quelles sont ses attentes. Alors si l'investissement en LMNP et de surcroît en résidence gérée convient à ses attentes, pourquoi pas lui proposer ? Et effectivement, en termes d'optimisation et de conseil global, si vous voulez, oui, il y a un accompagnement qui est fait par le cabinet LEA, c'est-à-dire de suivre l'investissement tout au long de la vie du processus, mais aussi surtout au moment de la revente, de la fin. Alors quand je dis revente, ça peut être une revente à soi-même, ça peut être une revente à un tiers, mais c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait une fois que le dispositif en LMNP est terminé, parce que il arrive un moment où cet amortissement est épuisé, si vous voulez. Résidence gérée, ça veut dire que on a une part dans un grand lot, enfin dans un immeuble, quoi, et qu'il y a un opérateur. Alors, pas tout à fait. C'est pas une part comme on peut l'avoir sur un principe en SCPI ou en SCI, par exemple. On est vraiment propriétaire d'un lot qui est identifié avec une surface, un nombre, voilà. Je m'étais mal exprimé. On dépend quand même d'un gestionnaire, d'un promoteur, enfin voilà. Absolument. Et j'imagine que tous ne se valent pas. Non. Comment on choisit ? C'est vous qui choisissez ? C'est-à-dire qu'en fait, vos clients, ils viennent vous voir en disant, tiens, moi, je veux faire de la résidence gérée, et vous avez un portefeuille restreint. Oui. Et si oui, vous faites comment pour démêler le bon grain de livret ? Cédric, c'est toute la subtilité de notre métier et notre expertise, c'est-à-dire de sélectionner les meilleurs intervenants sur le milieu. Nous, on ne propose pas de produits maison pour la simple et bonne raison qu'on estime que chacun a son expertise. D'accord. Et le but du cabinet, c'est de sélectionner les meilleurs promoteurs, distributeurs et donc gérants. Donc effectivement, il y a une relation tripartite, si on veut, dans cet investissement, où d'une part, il y a le promoteur qui va assurer la qualité du projet, qui va assurer aussi les délais, parce que c'est un point important, surtout dans l'immobilier. Il y a ensuite le gestionnaire qui va assurer la pérennité de la location de la résidence et donc des revenus de l'investisseur. Et enfin, la dernière partie, c'est l'investisseur en lui-même qui va aider au financement de ce projet, au comptant ou à crédit. Mais donc, chacun, entre guillemets, je ne vais pas dire se connaît, mais a une relation et c'est vous qui pilotez, entre guillemets. Exactement, on est comme une tour de contrôle auprès de ces trois parties, exactement. Et on essaye de faire en sorte que tout se passe au mieux et que chacun soit satisfait. Donc voilà, je suis épargnant, je suis tenté par votre histoire ce matin, je vous contacte et après, vous avez les opérateurs, les promoteurs, etc. Malgré tout, en cours de vie patrimoniale, parfois son objectif change, la vie est ce qu'elle est, etc. Et on peut se retrouver mal placé sur tel ou tel arbitrage. Il y a un marché secondaire ?
Absolument. Et d'ailleurs, le marché secondaire se dynamise beaucoup parce que pour un investisseur, un futur acquéreur, c'est une donnée précieuse d'avoir un historique de la location du bien. Ouais. Par exemple, en clair, tout s'est déjà bien passé, donc il n'y a pas de raison que... Quelque part, il y a un peu moins de risque, parce qu'on sait que le bien a été loué sur telle durée, avec tel montant, avec tel gestionnaire, et finalement... si toutes les conditions continuent d'être réunies, pourquoi ça devrait changer ? C'est un peu le débat. Et donc, contrairement à un bien qu'on achèterait dans le neuf, finalement, où là, finalement, on a un historique du gestionnaire, ou alors on a un historique aussi du promoteur, de la qualité des projets qu'il propose, mais le bien n'a encore été jamais loué. Donc, cette incertitude, si vous voulez, elle se paye d'une certaine manière, et le fait d'acheter un bien en seconde main, on va dire ça comme ça, ça a une valeur précieuse pour l'investisseur. Donc, on peut effectivement se dire qu'on ne sera pas piégé. Et puisque vous nous avez parlé de considérations fiscales en début de propos, via le marché secondaire, entre guillemets, comment on fait là, ces histoires de fiscalité ? On reprend le truc au milieu, on bénéficie que de la moitié du gâteau, enfin... C'est une bonne question. Alors, on bénéficie, dès qu'on rachète le bien, en fait, l'amortissement dont je vous parlais... est transféré aussi ? Oui, reprend à zéro, en fait. Ah d'accord, ah ouais. Reprend à zéro, donc que le bien soit neuf ou ancien, on ne va pas récupérer le reste de l'amortissement, on bénéficie de l'amortissement total, et cet amortissement, il est estimé à 80% de la valeur du bien. Donc si on le rachète potentiellement plus cher, on a un amortissement plus gros. La seule chose dont on ne bénéficie pas quand on investit dans le marché secondaire, c'est de la récupération de la TVA. Parce que quand on achète dans le neuf, il y a 20% de TVA sur un bien et en fait, on nous reverse cette TVA qui a été payée. Bon, après, quand on achète dans l'ancien, il n'y a pas de TVA. Donc, Bon, malgré tout, aujourd'hui, on est dans un monde où il y a quand même pas mal d'incertitudes, où les gens se posent pas mal de questions. Est-ce que vous avez 2-3 petits trucs, arguments pour dire à nos auditeurs, à nos auditrices ce matin, aujourd'hui, même si le monde est ce qu'il est, pour telle et telle raison, cette proposition que j'apporte dans Cœur de Patrimoine, elle est intéressante. Alors, pour simplifier la chose auprès des investisseurs, je la résumerai en 3 parties. Il y a à la fois le fait qu'un investissement en LMNP, en résidence gérée, propose un cadre juridique sécurisé du fait du bail commercial. Ça, c'est un point qui est très, très important et je le souligne. L'autre point, c'est qu'on a un cadre financier qui est structuré, du fait que l'on confie son bien à un gestionnaire qui est connu et reconnu pour ce qu'il fait et qui, en plus de cela, a été sélectionné par un cabinet comme le nôtre qui a une expertise à ce niveau-là. Donc, je dirais que l'aspect financier est quand même bien structuré et éprouvé. Et enfin, le dernier cadre, c'est un cadre fiscal. Alors, même malgré, je dirais, la nouvelle loi de finances 2025... Parce qu'on en a pas mal entendu parler. Hein. Voilà, du fait que l'on réintègre l'amortissement dans le calcul de la plus-value, avoir, si vous voulez, un statut juridique en LMNP qui permet de gommer la fiscalité sur ses revenus fonciers pendant une durée longue, c'est-à-dire entre 10 à 20 ans en fonction de la manière dont on investit, c'est quand même un cadre fiscal qui est très avantageux. Et en plus de cela, je le rappelle, si on garde le bien longtemps, ça veut dire plus de 20 ans, voire même plus de 30 ans, il n'y aura pas de fiscalité sur la plus-value puisqu'on est exonéré. Et voilà quelques idées claires et simples et percutantes pour promouvoir cet investissement en résidence gérée. Merci d'être venu avec conviction défendre tout ça. Thaïs Castan pour L&A Finance. Voilà, c'est la fin de Cœur de Patrimoine pour cette semaine. On se retrouve bien évidemment mercredi prochain. Merci de votre fidélité. Et puis vous n'oubliez pas non plus le grand rendez-vous de l'épargne et les questions que vous pouvez vouloir nous envoyer. On se retrouvera le vendredi 30 avec Quentin Balleran et Capital. D'ici là, vos questions, notre boîte mail, questions@capital.fr. À mercredi. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.